Certains dessins animés, on sait très bien que c'est pas non plus des dingueries. Mais quelque part, ils t'ont un peu marqué par leur manière de divulguer un message ou juste parce que t'as kiffé. Et t'as le droit, t'es légitime totalement de les apprécier. La première personne qui oserait te dire « Ouais, tes goûts ils sont nuls », non, chacun aime ce qu'il veut. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un dessin animé. Un dessin animé qui à l'époque n'a pas forcément fait l'unanimité et qui même encore maintenant est vraiment oublié. Et pour autant, il est quand même cool à regarder. C'est pas le meilleur film de l'année, mais vous allez comprendre avec ce que je vais vous raconter qu'il est quand même vraiment cool. C'est le genre de film qui a une personnalité, qui dès que tu le regardes, tu sais très bien que tu vas rentrer dans un vrai univers. Et t'as le droit, tu aimes ce que tu veux. Personne n'est habilité pour te dire que tes goûts sont nuls. Chacun aime ce qu'il veut et c'est ça la beauté de ce monde. Laisse-moi te raconter et te plonger dans l'histoire particulière de La Route d'Eldorado. Un film de DreamWorks sorti le 31 mars 2000, réalisé par Don Paul et Eric Bibo Bergeron. C'est malheureusement un échec commercial, à sa sortie 76,4 millions de dollars de recettes pour un budget estimé à 95 millions. Mais aujourd'hui, il est quand même réévalué. Le film commence en Espagne, en 1519. On y voit directement deux personnages qui sont déjà habitués à tricher. Ils sont même recherchés carrément. Mais dès le début, on te demande juste de les suivre. Leur charisme naturel te donne cette impression que même si c'est des mauvais personnages, de par ce qu'ils font, donne envie d'être suivis. Tulio et Miguel. C'est quand même deux mecs malins, rapides, drôles, qui directement montrent leur cohésion, te donnent l'impression qu'ils sont ensemble depuis des années, qu'ils ont déjà vécu plusieurs choses et qu'ils improvisent la moitié du temps. Leur dynamique est posée directement. T'as Tulio, qui est le plus calculateur, mais le plus méfiant aussi. Celui qui veut se concentrer pour prendre l'argent et bouger. Miguel, c'est l'artiste. Il a un peu plus la tête ailleurs, plus vivant, rêveur, et il est attiré par tout ce qui l'entoure. Poser le caractère des personnages dès les premières minutes, c'est bateau, mais c'est très fort. On nous présente un duo, et s'il ne marche pas directement, le film va instantanément se casser la figure. Mais au contraire, on est happé par eux. Après leur énième escroquerie qu'ils viennent de remporter en truquant leurs dés, on leur propose de rejouer pour gagner une carte. Une vraie carte, celle qui mène à Eldorado, la cité d'or. Sauf que là, ils vont devoir jouer avec des vrais dés. Ils prennent peur, ils sont pas chanceux, ils ont l'habitude de compter sur la triche. Mais pour une fois, la chance leur sourit et ils remportent cette carte. Dans la folie, les gens comprennent qu'ils avaient triché. Les gardes arrivent, ça court dans tous les sens, mais ils arrivent à s'en sortir par une cohésion des plus absurdes et très charismatique. Dans cette fuite, ils finissent cachés dans les tonneaux qui montent à bord du navire de Cortés. Cortés, on voit dès le début, c'est celui où on sait que ça va être l'un des méchants principaux. Et ce qui est important, c'est que ça rappelle un contexte de l'époque, le contexte colonial. Cortés, c'est un colonisateur qui est à la recherche de Eldorado également. Évidemment, c'est romancé et de la fantaisie y est apportée. Et surtout, le film ne devient pas lourd avec ça. Ça garde la même vitesse, la même légèreté, l'énergie ambiante, sans jamais trop rentrer dans un cliché. Une fois les deux découverts de leur tonneau, ils se font capturer. Promis à l'esclavage, puis ils s'échappent. Tout ça grâce à l'aide d'Altivo, qui est le cheval de Cortés. Et honnêtement, c'est l'un des meilleurs personnages secondaires de l'histoire du cinéma. Il rajoute vraiment quelque chose alors que lui ne parle même pas. En échange d'une pomme, il va leur donner les clés de la cellule. Et là, ça va très vite. Ils prennent une barque, Tulio, Miguel et Altivo se retrouvent à la dérive dans cette tempête et s'échouent sur une terre inconnue. Mais alors que ces personnages étaient habitués à tricher, escroquer, là où ils tombent, c'est littéralement l'île où se trouve Eldorado. La gestion du rythme est très bonne. Ça saute d'une idée à une autre, mais ça perd jamais son axe. On suit toujours ce duo qui, encore une fois, marche super bien. Lorsqu'ils s'enfoncent pour arriver jusqu'à l'Eldorado, ils passent par une forêt luxuriante pour arriver devant une stèle. Et lorsqu'ils s'auto-persuadent qu'il n'y a plus rien étant donné qu'ils ne trouvent pas l'Eldorado, ils tombent sur Shell. Oh là là, Shell c'est quelqu'un, hein. C'est vraiment quelqu'un. C'est une belle jeune native d'Eldorado. Elle est poursuivie par les habitants de l'île car elle a volé. En essayant de remettre la faute sur les deux personnages, tout le monde se fait menacer et diriger vers la cité. La voici, l'entrée dans Eldorado. Visuellement, c'est magnifique. On voit les cascades, la roche, la lumière, l'or, l'ouverture vers la cité. On a aussi la végétation, la chaleur et les couleurs, tout est bien représenté. Tout de suite, la sensation bascule. Il n'y a plus l'Espagne, c'est plus la fluide, la boue, c'est autre chose maintenant. C'est beaucoup plus fantastique. L'identité visuelle dont je vous parlais au début de ce film se trouve là maintenant.
C'est un mélange très connu de l'époque entre 2D et 3D qui fonctionne tellement bien. On en avait déjà parlé pour le Prince d'Égypte. C'est la ville que Tullio et Miguel poursuivaient depuis longtemps, sans y croire. Le jackpot absolu, le rêve qui est trop beau pour être vrai. Et au moment où ils arrivent, ils sont pas traités comme des voleurs, mais comme des dieux. Une prophétie annonçait que des dieux arriveraient sur cette île de la même manière que Tullio et Miguel sont arrivés sur Eldorado. On a le meilleur moteur du film. Ça tournait autour de la gloire, de l'or, mais là on va tourner autour du pouvoir, l'image et le confort, mais aussi le mensonge. Toute cette première heure du film est consacrée à ça. Il n'y a plus que la chasse au trésor, il y a l'histoire du mensonge qui grossit beaucoup trop vite. Parce qu'au début, Miguel et Tullio ils sont accueillis par Tanabok, le chef de la cité, et surtout par Tzezelkan, le grand prêtre qui voit justement en eux les dieux annoncés. Lorsqu'ils doivent prouver qu'ils sont des dieux, la chance leur sourit encore. J'adore ce contraste d'escrocs chanceux. Au moment où ils doivent prouver leur grandeur, un volcan s'agite, au bon moment, ce qui leur crée une crédibilité en plus. Et un point que j'ai pas notifié, mais depuis le début, c'est drôle. Le film gère un très bon humour. Mais il n'y a pas que ça. Même si les réactions du duo sont excellentes, même si, comme je vous l'ai dit, ça peut être hilarant, il y a aussi un autre niveau. On peut y voir le fait que la route d'Eldorado parle quand même beaucoup de ce que les gens choisissent de croire. Les éléments qui font qu'on y croit plus que ce qu'on y voit. Tanabok et Tzekelkan ne regardent pas la même chose, mais pourtant, ils voient les mêmes hommes. Il y en a un qui veut la paix et l'autre qui veut que le sang. Tanabok voit dans les dieux une force protectrice et Tzekelkan voit une autorité terrifiante qui réclame des sacrifices. On y voit une vision du pouvoir politique et religieux. Comment une croyance identique peut provoquer différentes visions du monde. Mais ça se garde en fond au début. Ça préfère le plaisir. Et ce plaisir, ça passe par Shell. Parce qu'en plus, Shell, quand tu la vois, vous avez vu ma première réaction. On peut la voir comme le personnage qui est là pour rajouter du sexy. Et le film joue là-dessus. Ne faisons pas semblant. Mais elle est un peu plus importante que ça. Déjà, elle comprend la situation plus vite que tout le monde. Elle a capté que Tullio et Miguel, c'était des imposteurs. En même temps, dès le début, c'était pas compliqué à voir. Et au lieu de paniquer, elle voit l'opportunité. L'opportunité de pouvoir quitter cette société. Et de elle aussi vivre de ses propres ailes. Elle est également jamais passive. Elle est toujours là, complice du mensonge et même une force pour les deux personnages. Elle veut s'émanciper de tout ça, aller plus loin. C'est la sensualité, la ruse, mais surtout de l'intelligence qu'elle apporte au récit. Et plus ça avance dans cette première heure, et plus le film prend du relief. Les deux escrocs, ils changent un petit peu de vision. Les deux ne décident pas de rester sur le fait de s'enrichir. Ça commence à être plus personnel. Tullio, il y voit toujours le pouvoir et l'argent, mais Miguel, lui, il y a une forme d'accomplissement, presque une paix. Tandis que Shell, elle, depuis le début, voit un endroit dont elle doit partir. Donc cette cité qu'on a construite depuis le début comme l'aboutissement de toute chose, en fait, pour beaucoup de points de vue, c'est pas le cas. Et là viennent les premiers éléments déclencheurs. Miguel et Tullio, au début, sont très alignés. On ment, on prend l'or et on se casse. C'était simple le plan de base. Mais à force d'être dans la cité, il y a une faille. Tullio, il reste concentré sur le plan. Mais Shell est rentré dans la combine. Et les deux, ils ont commencé à bien se rapprocher. Et Miguel, au contraire, lui, il commence à tomber amoureux aussi. Mais d'autres choses. Pas de Eldorado, mais de ce que ça lui fait ressentir. Il commence à aimer les gens, l'idée d'être accepté, trouver un endroit où il est pas obligé de survivre, de mentir, de mendier, d'arnaquer. C'est un point qui est hyper cool dans le film. Au final, Tullio et Miguel, c'est pas les deux mêmes personnages. Leur amitié est sincère, leur complicité est réelle, mais ils veulent pas la même chose. Et t'as même plus l'impression que Tullio commence à se perdre dans tout ça. Il parle de ce moment où deux personnes, qui ont toujours avancé ensemble, arrivent dans un lieu qui révèle enfin ce qu'elles cherchent vraiment. Donc le point d'Eldorado qui fait que ce film est vraiment bien, c'est que ce que tout le monde espérait avec cette cité depuis le début, bah en fait, c'est un test, une épreuve initiatique. Et je trouve ça super fort, parce qu'encore aujourd'hui, on pourrait décrire le film en « Ah oui, le dessin animé avec les deux mecs à cheval là, ouais, je me rappelle ». Mais c'est plus que ça. Mais là, il y a le moment décisif. Le match. Déjà, petite précision, mais il y a toujours le colonialiste qui arrive. Hein. Il est arrivé sur l'île, là ça y est, il est pourchasse aussi. C'est une petite tension sous-jacente qu'il faut stipuler. Mais là, Tzekelkan, il a besoin de voir les dieux jouer à la balle. C'est ce qu'il dit. Là, le film, il est malin. Parce que tout au long du match, les dieux vont pouvoir montrer, avec encore un peu d'escroquerie, qu'ils sont vraiment des dieux. Enfin, du point de vue du peuple. Ils gagnent le match haut la main contre des mastodontes. Mais lors du dernier point, Tullio met un coup de coude à Miguel. Tzekelkan aime le sang. Et lors de la défaite de l'équipe adverse des dieux, il veut les sacrifier. Miguel s'énerve et déclare que aucun sacrifice n'aura lieu. Jamais. Et en faisant ça, il bannit Tzekelkan. Mais le problème, c'est que Miguel, il saigne à ce moment-là. Et ça, Tzekelkan, il l'a bien vu. Parce que si t'es un dieu, tu vas pas saigner. Le problème, c'est qu'il est fanatique. Il veut voir dans les dieux une confirmation de son monde. Mais dès que ce monde craque, il va devenir dangereux. Donc là, le film, il commence à serrer la vis. C'est la fin. Cortés est en train d'avancer, Tzekelkan complote des plans machiavéliques, le mensonge devient plus difficile à porter, Tullio et Miguel se disputent, et Shell
dans l'équation complique l'équilibre. Et même avec ça, le film continue à faire rire, bouger, garder cette énergie particulière. Son ton est vraiment à part. Il est pas aussi sage que les Disney de l'époque, pas aussi frontal et cynique que les DreamWorks qui sortent plus tard. Il est entre les deux. C'est un peu plus libre, un peu plus je fais ce que je veux, je m'en foutiste. Adulte par petites touches, comme avec ses moments avec Shell, mais sans faire adulte de manière trop lourde. Il était peut-être trop en avance pour son temps, c'est possible. Même si je pense qu'aujourd'hui, il marcherait pas tant que ça non plus. Et voilà la fin du film. Miguel surprend une conversation entre Tullio et Shell. Tullio y révèle dedans qu'il n'a pas forcément envie d'être avec Miguel, mais qu'il a envie de rester avec Shell. C'est dans cette dispute que Tsekelkan se révèle. Lui qui complotait en secret avait préparé une potion qui lui permet de contrôler un félin de pierre. Il décide donc d'attaquer Eldorado, mais surtout d'attaquer les dieux. Ils arrivent finalement à s'en débarrasser, et en vient le moment de conclusion. Miguel, lui, veut rester à Eldorado, en étant établi comme le chef de tout le monde. Tullio, quant à lui, s'en va avec Shell, et un petit peu d'or aussi. Les deux sont encore en froid, mais une chose va les rassembler. Tsekelkan n'était pas mort. Il est même tombé nez à nez avec Cortés, qui depuis tout ce temps a avancé vers Eldorado. Tsekelkan va donc essayer de les emmener jusqu'à la cité. Et dans la conclusion ultime du film, Tullio, Miguel, Shell et le cheval l'en empêchent. Ils s'en vont à la fin tous les quatre vers des contrées lointaines. Il est sorti en 2000 ce film, et le public il sait pas trop quoi en faire pour le moment de ça. DreamWorks c'est encore tout jeune, ils ont sorti Fourmise et le Prince d'Égypte, mais ils ont pas encore l'identité qu'on leur connaît maintenant. Et surtout ça arrive à contre-courant de tout, c'est plus décontracté, c'est plus poteau, et ça arrive à une ère où c'est pas encore une valeur sûre pour le grand public. Donc c'est pour ça que le film il se plante à sa sortie. Il est vraiment très bon, de par son casting, mais également ses musiques. Je parle surtout de sa bande sonore, même si dedans, et je l'ai stipulé à aucun moment, il y a des chansons faites en VO par Elton John et Tim Rice. Ça lui donne évidemment une identité sonore très forte, mais j'en ai pas parlé parce que j'en retiens aucune. C'est peut-être mon seul point noir du film. Je trouve que les musiques ne sont pas si marquantes. Mais vous avez bien compris que malgré ça, je pouvais mentionner tous les points qui font que ce film est vraiment bien. Et puis il faut se dire aussi qu'il peut y avoir des critiques contemporaines sur ce film. Les étrangers qui viennent sauver un peuple là où justement on est en train de coloniser à foison, ça pourrait faire un peu bizarre pour certaines personnes. Mais c'est quand même un message sur la croyance, sur le pouvoir, le mensonge, la richesse, même la violence. Et là, le film, il a son vrai point. Encore une fois, tout ça est montré par la relation entre Tullio et Miguel, qui malgré des montagnes russes, ne faiblit pas en intensité et en connexion au film. Et puis si on se penche même sur la fin du film, Eldorado devient un lieu qu'il faut laisser intact. Au final, Tullio a même perdu l'or qu'il avait pris pour partir. Le trésor, c'est pas ce qu'on emporte, c'est juste ce qu'on choisit de ne pas détruire. Les hommes qui vivaient en profitant des failles du monde, ils ont fini par sacrifier leur jackpot. Et ça, c'est une vraie évolution de personnage. Donc ouais, La Route d'Eldorado, c'est un film qui est marquant, mais que beaucoup de gens ont oublié, pour de nombreuses raisons, et jusqu'à aujourd'hui, je peux les comprendre. Mais pour le coup, c'est quand même un film très sympa à regarder et à redécouvrir. C'est un film qui donne envie de voir un 2, parce qu'il y a un duo, il y a Shell, il y a Altivo, il y a de la musique, il y a de l'aventure, de la comédie, de tout. Aussi parce qu'il y a ce sentiment de liberté qu'il essayait de donner à sa franchise. Et ça, c'est pas rien du tout. Donc s'il te plaît, Eldorado, le laisse pas dans un coin. Donne-lui une petite chance, il est peut-être là au fond de la pièce en train de bouder. Relève-le et joue un peu à la balle avec lui. Merci à tous, c'était Mino, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous laisse deviner sur quelle thématique. Cette vidéo, les précédentes et les suivantes seront toutes disponibles en podcast sur Spotify, le lien est dans la description, je vous laisse aller écouter là-bas, par pitié faites-le. C'était Mino, salut.